Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, c'est le grand retour de Faites entrer l'invité. Je suis ravie de vous retrouver pour nos face-à-face avec nos invités. Et ce début de saison sera sous le signe de la politique. Nous donnerons davantage la parole à nos politiques, s'ils acceptent de venir, en tout cas, quel que soit le parti, membres du gouvernement ou opposition, les chefs de parti en particulier, pour qu'ils nous donnent leurs sentiments et leur regard sur la situation actuelle avec la pandémie, sur la gestion de la crise, notre économie, les débats qui divisent la société marocaine, mais aussi, bien sûr, la mobilisation au sein de leurs partis respectifs. Nous sommes, vous le savez, à la veille d'une année qui sera cruciale sur le plan électoral pour notre pays. D'ailleurs, certains sont déjà en campagne. La pandémie que traverse le monde entier a changé la donne. Rien ne sera plus comme avant. Quels sont les secteurs où il faudra agir en urgence pour sauver l'économie marocaine ? Faut-il revoir entièrement notre système de santé ? La crise actuelle a montré de nombreuses défaillances en matière d'infrastructures. Et autre question importante, comment réconcilier le citoyen et le politique ? Et notre premier invité est le secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka. Bonjour. Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie pour cette invitation qui nous permettra véritablement de faire cette rentrée politique avec vous. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu spontanément à notre invitation. J'ai d'abord envie, je vais vous demander juste de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Et comment ça va, Nizar Baraka ? Écoutez, ça va comme vont tous les Marocains, c'est-à-dire avec une détermination pour faire avancer les choses, mais avec beaucoup d'inquiétude par rapport à ce qui nous entoure, parce que nous sommes dans un environnement incertain, et il se trouve que l'action du gouvernement actuel ne fait qu'aggraver en fait cette incertitude et cette inquiétude. On va vous en parler en détail, mais juste avant de parler de la rentrée politique, j'aimerais vous faire réagir sur la dernière affaire qui a suscité une vive émotion au Maroc, mais aussi divisé la société marocaine. C'est ce drame de Tanger, avec l'assassinat de cet enfant, le petit Adnan, par un pédophile. Ça a relancé le débat sur la peine de mort au Maroc, mais aussi sur les peines jugées par beaucoup trop légères pour les viols sur mineurs. J'aimerais bien... comment d'abord vous avez réagi en voyant par rapport à cette affaire, et le débat que ça a suscité ? Tout d'abord, évidemment, en tant que père de famille et en tant que secrétaire général du parti Istiklal, on n'a pu que condamner en fait cet acte odieux et qui montre véritablement en fait la crise que traverse notre société. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, par rapport aux enfants, beaucoup de violences. Nous sommes autour de 8200 cas de violences contre les enfants. Et quand même, il faut le dire, 2400 viols. Et tout ça montre véritablement que nous avons une véritable crise au niveau de notre société et qu'il y a besoin d'y faire face avec une approche globale. Et nous considérons qu'évidemment, dans ce genre de cas, on ne peut qu'être en faveur d'un jugement qui soit le plus sévère possible et qui puisse servir d'exemple. Mais en même temps, il y a aussi besoin de mettre en place toute une politique de prévention, d'explication par rapport aux enfants aussi, et également de remettre en cause finalement le système de valeurs au niveau de nos sociétés qu'il y a lieu de développer et de rendre beaucoup plus responsables et beaucoup plus respectueux de nos enfants. Et sur la peine de mort, c'est quoi ? Quelle est votre position ? Alors sur la peine de mort, comme vous le savez... C'est presque tabou d'en parler aujourd'hui. Non, pas du tout. Ce n'est pas un tabou. Vous bien êtes au pour contraire. ou contre ? Il serait difficile véritablement de répondre à cette question de cette manière. Pourquoi ? Parce que, et vous le savez, en fait, cette notion de peine de mort et le débat autour traverse toute la société et traverse aussi notre parti. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, le Maroc a fait des avancées certaines en la matière. D'abord, il y a eu l'article au niveau de la Constitution qui vise à préserver le droit à la vie. Et je dois dire que ce qu'on est en train de vivre avec la pandémie montre l'importance qu'on accorde au droit à la vie. Deuxièmement, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu ce moratoire qui est là, qui est toujours en vigueur.
Troisièmement, au niveau de la réforme du code pénal, il y a aujourd'hui une réduction du nombre de cas où on applique la peine de mort. On est passé de 33 cas à 11 cas où en fait on appliquerait la peine de mort. Et au-delà de tout ça, et puis il y a eu aussi l'instance équité-réconciliation qui avait prévu en fait d'abolir en fait la peine de mort de manière, je dirais, progressive. Donc on est dans cette progressivité et on s'inscrit dans le cadre de cette progressivité. Donc pas tout à fait pour, pas tout à fait contre. Non, nous considérons qu'aujourd'hui... c'est un peu contre, si on parle du droit à la vie, donc c'est plutôt de côté contre. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a un besoin de restreindre au maximum le nombre de cas où où la peine de mort serait appliquée, ou prononcée tout au moins, et que c'est déjà une évolution par rapport à ce que nous vivons. Maintenant, il est important aussi que la société évolue. Je vais vous donner deux chiffres, et vous l'avez vu d'ailleurs. Vous êtes de Tanger, vous avez vu l'engouement qu'il y a eu par rapport à cette affaire, et l'attente de la population qui était plutôt d'appliquer la peine de mort. C'est le Maroc entier qui était en deuil. Exactement, tout à fait. Ouais. Et je dirais au-delà du Maroc, parce que c'est vraiment un cas inacceptable. Et de l'autre côté, nous avons en France un débat actuel où 53% des Français appellent au retour à la peine de mort. Exact. Donc tout ça pour dire que le débat est là. C'est un débat profond par rapport à tout le monde. Et ce qui est important, et c'est sur quoi je veux mettre l'accent, c'est qu'on ne peut pas être dans une logique, de vengeance. On est dans un état de droit. Et donc, c'est la justice qui prévaut. C'est la justice qui décide quel type, je dirais, de peine devrait s'appliquer à ce genre de cas et à ce cas précis. Deuxièmement, nous sommes aussi pour faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir une approche globale, parce que ce n'est pas avec la justice qu'on va résoudre ce type de problème. Il faut faire en sorte à ce que les enfants soient sensibilisés à leur corps, au fait qu'on n'a pas le droit de toucher leur corps, qu'on est au niveau des écoles, au niveau des parents, qu'on leur montre qu'on ne doit pas aller avec n'importe qui, et qu'il y a aussi en fait tout ce qui doit être fait pour l'éducation sexuelle au niveau des écoles. Donc c'est toute une approche psychologique qu'il faut mettre en place pour pouvoir dépasser tout ça. Alors, on en arrive à la gestion de la crise actuelle. Vous avez, Nizar Baraka, accusé très ouvertement le gouvernement, je reprends vos mots, d'avoir altéré la confiance des citoyens. Vous avez dit, malgré la gravité de la situation, la gestion par le gouvernement de la pandémie du Covid-19 a été marquée par l'improvisation, l'hésitation, le manque de coordination, la multiplication des intervenants et des décideurs. Oui. Donc on a senti un Nizar Baraka très en colère. Oui, très en colère et en fait surtout très soucieux de la situation en fait de notre pays, parce que le Maroc véritablement a eu une véritable opportunité et je dirais que ce gouvernement est le gouvernement des occasions manquées. Je m'explique. Au moment de la pandémie, il y a eu une prise en charge par l'État au plus haut niveau. De cette pandémie. Ah oui, le Maroc était cité en exemple absolument partout à travers le monde. Exactement. Et les Marocains étaient très fiers. Oui. Alors en fait, le souverain a permis au Maroc d'avoir 3 points importants. D'abord, le fait que, je dirais, le nombre de cas était maîtrisé. Deuxièmement, une mobilisation très importante donc des moyens financiers à travers le fonds Covid. Troisièmement, une véritable solidarité et surtout une confiance en l'État retrouvée. Et malheureusement, en fait, avec le déconfinement, ce gouvernement a perdu en fait tout ce capital. Pourquoi ? Parce que, il n'a pas profité de cette période, parce qu'on a eu quand même l'un des confinements les plus longs, 80 jours de confinement. Et pendant ces 80 jours, en fait, l'objectif, c'était de faire en sorte à ce qu'on puisse se préparer à l'après-confinement, à savoir mettre en place les structures médicales nécessaires pour faire face au nombre de cas qui allaient se multiplier, mettre en place et acheter les tests suffisants pour qu'il y ait suffisamment de tests au niveau du pays. Et troisièmement, veiller aussi à ce qu'on puisse véritablement assurer des protocoles sanitaires et une gouvernance, en fait, de cette période. Ce que vous dites, en fait, là, par rapport à ce que vous dites il y a quelques secondes, ça voudrait dire que le gouvernement n'a pas respecté les recommandations du souverain ? C'est ça que vous dites ? Je considère que le gouvernement n'a pas saisi l'opportunité qui lui a été offerte, parce qu'il avait les moyens financiers, il avait la confiance et du souverain et du pays,
Et il y avait aussi, en fait, le temps. Et vous savez ce que c'est que le temps, c'est très important. Le temps nécessaire, surtout en ce moment. exactement, pour pouvoir préparer tout ça. Le résultat est que nous nous situons dans une situation catastrophique. Casablanca est aujourd'hui confinée. Et vous savez, quand on parle de Casablanca, c'est le poumon économique du pays. Nous avons Tanger, nous avons Marrakech, en fait, Agadir, nous avons les grandes villes en fait, qui sont dans une situation de crise, avec pas de visibilité, ni sur le plan de sanitaire. Je vais expliquer un peu ça. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un tombe malade. Et j'ai eu beaucoup de cas en fait qui m'ont parlé de leur expérience et des cas de notre parti également, mais de plusieurs citoyens dans plusieurs villes du Maroc. Ils tombent malades. Première des choses, il veut aller se faire tester. Mais il a du mal à se faire tester. Quand il arrive à se faire tester, il doit attendre 4, 5 jours, 6 jours pour avoir le résultat. Alors vous imaginez la peur qu'il a et le nombre de personnes qu'il contacte pendant cette période et qui peuvent être infectées du fait de cette attente. Une fois qu'il obtient en fait son test et qu'il constate qu'il est positif, il va à l'hôpital pour se faire soigner. On lui dit il n'y a plus de place dans cet hôpital. Mais on ne lui dit pas voilà la place, il y a une autre place, on va vous envoyer dans tel hôpital. Et donc il a du mal à trouver. Supposons même qu'il arrive à se faire soigner, les gens qu'il a contactés et avec lesquels il a eu des contacts, ils n'arrivent pas à se faire tester. Et résultat, en fait, la pandémie est en train de s'élargir un peu partout. Et en plus, on a trouvé le moyen de faire en sorte à ce qu'on puisse travailler uniquement avec le public, en oubliant le secteur privé qui est là, où il y a je dirais, tout ce qu'il faut en termes de potentiel humain et de places possibles disponibles. Et on n'a pas mobilisé finalement toutes les capacités du pays pour y faire face. Je finis mon raisonnement. Cette personne, une fois qu'elle est prise en charge, se retrouve des fois, en fait, on l'a vu, où ils disent qu'ils ont suffisamment de lits, on constate que finalement ce n'est pas le cas parce que c'est mal réparti. Et ensuite, soit on n'a pas d'oxygène, soit on n'a pas le respirateur, soit quand on a le respirateur, on n'a pas l'animateur pour pouvoir s'en occuper. Et c'est ça, en fait, la véritable débâcle de ce gouvernement. Alors, donc, critiquer, Nizar Baraka, critiquer, condamner, c'est bien. Oui. Vous jouez votre rôle de parti d'opposition. Non, on ne le fait pas en tant que parti d'opposition uniquement, on le fait en tant que parti patriote qui veut du bien pour son pays. D'accord. Alors à ce moment-là, au sein du parti de l'Istiklal, vous proposez quoi comme solution ? Écoutez, nous avons proposé... Est-ce que derrière, vous avez des propositions ? Bien sûr, et nous les avons présentées avant, en fait. Et nous avons fait même un mémorandum qu'on a proposé au chef du gouvernement le début juin, avec toute la vision que nous considérons essentielle pour pouvoir faire face, en fait, à cette crise. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on s'est trompé de combat. Le problème qu'il y a eu avec ce gouvernement, c'est qu'ils ont considéré qu'ils avaient gagné, en fait, le Covid. Et la preuve, c'est qu'ils se sont arrangés pour pouvoir limiter, je dirais, à 2 hôpitaux, à Ben Guerir et à Ben Slimane, tous les cas de Covid, qu'ils allaient les emmener là-bas, considérant que ça y est, que c'était maîtrisé, qu'on n'allait pas dépasser le nombre de cas. Or, en fait, nous, la première vague, on l'avait pas encore vécu réellement. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore atteint le pic. Et donc, ce qui montre véritablement une véritable cécité de ce gouvernement. Et la deuxième chose, c'est que, imaginez-vous qu'on soit dans une situation où on a un acteur marocain, qui est Masser, qui arrive à produire des tests marocains et qui attend 3 mois pour qu'on puisse lui permettre de vendre des tests au Maroc alors qu'il les vend ailleurs, qu'il a été validé au niveau de l'Institut Pasteur Pourquoi marocain. il doit attendre ? Parce que le ministère de la Santé n'a pas donné décidé son feu vert pour pouvoir l'acheter de chez eux, en fait. Et alors que Masser a la possibilité de produire 1 million de tests par mois. Vous imaginez le nombre de tests qu'on aurait eu et ce qui permettrait. Est-ce que c'est pour des raisons économiques ? Écoutez, franchement, je n'arrive pas à comprendre en fait les raisons, puisque comme ça a été validé par l'Institut Pasteur, ça a été validé à tous les niveaux que ça répond aux normes, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a expliqué ce retard. Le fait est que la décision a été finalement prise. Aujourd'hui, donc, ils vont produire 100 000 tests pour le mois de septembre et passer aux millions de tests à partir du mois d'octobre. Enfin, mais regardez tout le retard qu'on fait. Donc, ce qu'on avait proposé dès le départ, c'était qu'on soit dans une logique d'anticipation, dans une logique de programmation et dans une logique d'une optimisation de l'utilisation des ressources matérielles que ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un nombre d'anesthésistes qui est limité.
On a 200 anesthésistes, réanimateurs. Ils ne peuvent pas traiter des milliers de cas. Donc, chaque anesthésiste ne peut pas prendre 10, 20, 100 personnes. Et donc, il aurait fallu aussi former des médecins donc pour aider ces anesthésistes réanimateurs et pour pouvoir démultiplier finalement les possibilités d'accès, sans parler évidemment du fait que de créer un véritable protocole avec le secteur privé pour démultiplier les moyens pour y faire face. Il y a eu évidemment la médecine militaire qui a été d'un très grand apport, mais il faut aller au-delà et mobiliser toutes les forces que nous avons. Pourquoi ? Vous diriez, Nizar Baraka, qu'avec cette crise, avec cette pandémie, elle a montré au grand jour nos défaillances de notre système de santé ? Oui, il est clair que nous avons un vrai problème, je dirais, au niveau du secteur de la santé. Mais je crois que ces défaillances ont été encore plus graves du fait de la mauvaise gestion et du problème de la gouvernance finalement du secteur. Et moi je dirais que le problème ne se situe pas malheureusement au niveau de la santé uniquement, on l'a également au niveau économique, on l'a au niveau social, et en fait cette pandémie a montré quelque chose de très important. Il a mis à nu la réalité marocaine. Aujourd'hui, nous avons une vraie précarité sur le plan économique, où on a des milliers d'entreprises aujourd'hui qui sont au bord de la faillite et beaucoup sont en faillite actuellement. On parle de 10 000 entreprises déjà et d'ici la fin de l'année, plus de 20 000 entreprises vont déclarer faillite, c'est-à-dire autant de licenciements, autant de personnes qui vont se retrouver sans revenus, qui vont se retrouver sans protection, qui vont avoir du mal à payer leur loyer et risquent de se retrouver sans logement et qui vont être obligés d'enlever leurs enfants des écoles privées, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que la classe moyenne se trouve aujourd'hui dans une situation où elle a peur. Elle a peur de sa situation actuelle, mais elle a surtout peur pour son avenir et l'avenir de ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dès le départ considéré qu'il était essentiel d'accorder une importance particulière à cette classe moyenne et sauver cette classe moyenne parce qu'elle n'a pas de filets sociaux. Et il est nécessaire de leur apporter finalement un appui. Et c'est ce qui a manqué dans la loi de finances rectificative, parce qu'on s'est intéressé uniquement un peu à l'investissement et surtout un peu à l'entreprise à travers les crédits, mais sans apporter en fait une réponse globale et efficiente et sans véritablement tenir compte du pouvoir d'achat et du besoin d'agir au niveau du pouvoir d'achat. C'est le déclencheur, cette loi de finances de rupture entre le gouvernement et le parti de l'Istiklal ? Oui, d'ailleurs, la loi de finances rectificative, nous avons voté contre. Et nous espérons que la loi de finances de 2021 rattrapera un peu cette notion. Parce que, en fait, il faut comprendre que cette pandémie doit marquer un tournant. Un tournant parce qu'on doit marquer une véritable rupture par rapport aux politiques passées. Aujourd'hui, il faut le dire, et il faut pas se cacher, les politiques qui ont été menées par ce gouvernement, c'est des politiques ultralibérales qui se sont traduites par une aggravation des inégalités sociales, qui se sont traduites par le fait qu'on a une minorité qui détient l'essentiel de la richesse du pays, et qui s'est traduit par un appauvrissement de la classe moyenne, mais surtout qui s'est traduit par, je dirais, l'apogée de l'économie de connivence. Nous n'avons jamais vécu dans l'histoire du Maroc, je dirais, ce que nous avons vécu avec ce gouvernement, qui mettait en place des lois sur mesure par rapport au grand capital, qui a toujours favorisé en fait le grand capital aux dépens des classes moyennes et des petites et très petites entreprises, et qui fait qu'aujourd'hui, Pourtant, c'est pas du tout son discours. Hein. Oui, il y a une différence entre les discours et les faits. C'est justement de viser et de protéger les plus démunis. Oui, alors il y a dans la protection des plus démunis, là aussi, c'est ça en fait, et c'est là la difficulté en fait de perception qu'il y a au niveau de ce gouvernement, c'est que d'un côté, on privilégie les plus riches et le grand capital, et de l'autre côté, on accorde des miettes aux plus démunis à travers les filets sociaux dans une logique d'assistanat. Et jamais nous avons atteint ce seuil d'appui aux associations de bienfaisance qu'on a vécu au courant de cette période. Pourquoi ? Parce que l'objectif, ce n'est pas sortir les gens de la pauvreté comme nous le prônons, en mettant en place un revenu minimum, en mettant en place des activités génératrices de revenus pour sortir les familles de la pauvreté,
mais on a veillé à ce qu'on puisse entretenir finalement, je dirais, ces familles, leur permettre la survie grâce à ces subsides qu'on leur donne, et sans pour autant leur permettre d'avoir une véritable vie digne. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, et c'est ce que nous avons tous compris, c'est que, et d'ailleurs le Maroc l'a montré, on a une grande capacité de solidarité, nous avons une grande capacité d'innovation, nous avons eu des opportunités énormes parce que grâce au soft power du pays, nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de gens, d'investisseurs étrangers, européens et chinois et asiatiques qui sont intéressés par le Maroc vu la nouvelle reconfiguration de la division internationale du travail. Malheureusement, le gouvernement a été aux abonnés absents. Il n'a pas donné de visibilité, n'a pas donné de vision sur quoi on va mettre l'accent pour pouvoir véritablement sortir de cette crise. Je vais me faire citoyenne, d'ailleurs, ce que je suis, avant d'être journaliste. J'ai envie de croire à tout ce que vous me dites, mais en même temps, je me dis que vous êtes un politique et que vous êtes déjà en campagne, quoi qu'il en soit, pour cette année qui va être cruciale, je le disais en introduction. Donc j'ai envie de vous croire, mais j'ai envie que vous alliez plus loin pour me convaincre. Oui. Parce que vous dites ce gouvernement donne aux plus riches, mais finalement oublie les plus pauvres. C'est un discours électoral de dire ça. Encore une fois, je vais vous demander, alors c'est vrai que vous êtes passé devant la commission pour le nouveau modèle de développement du royaume, et vous avez annoncé, en tout cas vous avez lancé un appel pour un pacte national, un nouveau modèle de développement, vous avez dit. Ce nouveau pacte national, pourquoi et c'est quoi? Alors, d'abord, je voudrais réagir par rapport à votre analyse citoyenne. Il est clair qu'on a tendance à considérer que les politiques sont là pour défendre leur chapelle. Mais je peux vous dire que... Je vous le relance tout simplement parce que vis-à-vis, vous parlez du PJD, soyons clairs, c'est vrai que durant la campagne, tous les citoyens marocains se sont dit, et pour les plus démunis, enfin un parti qui va nous aider. Je parle de l'alliance PJD-RNI, qui est actuellement au gouvernement dans le cadre de cette majorité, et qui donne ce résultat. Moi je vais être très, très clair par rapport à tout ça. Aujourd'hui, la classe moyenne a supporté la libéralisation des prix des produits pétroliers, avec tous les excès que nous connaissons. Elle a supporté la tarification sélective en matière d'électricité, avec l'augmentation majeure en fait, des factures d'électricité. Elle a supporté le gel des revenus, parce qu'il n'y a pas eu de baisse de l'impôt sur le revenu depuis notre départ du gouvernement, et depuis en fait, le gouvernement Bessel-Fessi, qui avait obtenu et qui avait réussi à baisser en fait l'impôt sur le revenu de 44% à 38%, et qui avait également élargi le nombre de personnes qui étaient exonérées d'impôt sur le revenu, qui avait augmenté les salaires au niveau de la fonction publique, qui avait augmenté le SMIC de 25% au niveau du secteur privé. Donc en fait, ce qu'on dit, pourquoi on en parle? Parce que nous l'avons vécu. Nous avons vécu une crise importante. En 2008, c'était la crise des subprimes, et nous avons fait face, dans le cas de la majorité de l'époque, sous le gouvernement de Sirlel, nous avons fait face à ça. Pourquoi? En considérant que c'était le pari que nous avons fait, qu'on doit développer la croissance endogène, on doit donner du pouvoir d'achat, on doit maîtriser les prix pour veiller à ce que les citoyens puissent véritablement se substituer à la baisse de la demande étrangère adressée à notre pays. Aujourd'hui, nous avons une baisse de la demande adressée à notre pays, et aucune mesure pour pouvoir y faire face, pour soutenir le citoyen marocain face à ces situations critiques qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, on a aussi, deuxième point, et c'est ce qui a fait que j'ai proposé le pacte national, parce qu'il faut être très clair. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une remise en cause, d'abord, démontre par A plus B que le modèle avait atteint ses limites et qu'il fallait absolument le changer. Le souverain avait appelé à cela dès 2017, on est en 2020 et rien n'a été fait encore pour ce faire. Et aucun changement de stratégie n'a été pris par ce gouvernement dans ce sens. Deuxièmement, les principaux moteurs de croissance sur lesquels on avait mis l'accent, qui étaient le tourisme, le secteur de l'aéronautique, et les autres secteurs en fait,
porteurs, aujourd'hui, sont dans une crise qui va durer au moins 4-5 ans. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur ces secteurs pour pouvoir créer de l'emploi et pour pouvoir, soutenir la croissance. Et la demande intérieure, qui est la consommation et l'investissement, sont en panne. Alors, aujourd'hui, si on ne véritablement décide pas de revoir nos priorités, si on ne décide pas de revoir aussi les avantages qui sont accordés à certains secteurs pour les donner à ces secteurs qui sont les plus à même d'avoir des impacts positifs en termes de création d'emplois. Si on ne donne pas un appui particulier à la numérisation, à la digitalisation de la société qui est essentielle, si on ne développe pas l'économie de la santé, l'économie de vie, avec beaucoup d'opportunités qui sont offertes pour notre pays, si on ne met pas l'accent sur le secteur de l'immobilier parce qu'il peut véritablement être facteur de relance réelle pour le pays, et si on ne met pas en place des plans d'action pour pouvoir, soutenir les secteurs en crise pour qu'ils arrivent à la dépasser et surtout, soutenir le citoyen pour qu'il puisse, faire face à cette crise en termes de création d'emplois. Et nous avons proposé à ce qu'on mette en place des chantiers d'utilité publique, à ce qu'on puisse véritablement... franchement, dans une période de crise, quand on voit la loi de finances, en tout cas la note d'orientation du chef du gouvernement par rapport à la loi de finances, et qu'on entend qu'il y a une volonté de réduire en fait les budgets. Je comprends qu'il y a un problème de déficit qui s'aggrave. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas de voir en fait quel est le niveau du déficit. Mais on trouve l'argent où ? Écoutez, aujourd'hui, il est clair qu'on le trouve de 3 manières. D'abord, évidemment, il y a l'endettement. Dans le monde, tout le monde a recours à l'endettement. Et donc, le recours à l'endettement s'impose. Deuxièmement, on le trouve dans une redéfinition des priorités. Aujourd'hui, on donnait de l'argent pour produire. Maintenant, on doit donner de l'argent pour créer de l'emploi. Alors justement, je vous arrête juste là, Nizar Baraka, Ouais. quand vous parlez de priorité. Alors, excusez-moi, je regardais mon téléphone, mais je vous écoutais avec attention. Ouais. C'est juste que je reçois des auditeurs et pour certains qui m'envoient des messages qui suivent en direct. Vous parliez tout à l'heure de licenciement. Ouais. Vous avez reçu une délégation de la Royal Air Maroc, de pilotes, de commandes de bord, qui ont été licenciés. Vous leur avez dit quoi ? Écoutez, ce qu'on leur a dit... J'imagine que le message vient de quelqu'un de la Royal Air Oui, Maroc, j'imagine. obligatoirement. Non, Vous leur avez dit quoi ? je- Est-ce que vous leur avez fait des promesses ? Non, de toute façon, nous, on n'est pas au gouvernement, donc on ne peut pas faire des promesses. Ce qu'on a dit, c'est qu'évidemment, nous considérons que la Royal Air Maroc est une entreprise très importante, et notamment pour la souveraineté nationale. Et qu'il est très important de veiller à ce que cette entreprise soit sauvée, parce qu'évidemment, elle vit une crise qui est une crise mondiale et qui n'a jamais été égalée. Mais en même temps, il est très important qu'elle puisse préserver son capital immatériel. Et notamment, ses pilotes et aussi tout son personnel. On n'a pas parlé que des pilotes, mais tout le personnel de la Royal Air Maroc. Oui, bien sûr. Donc, essayer de sauver au maximum, en fait, ces personnes dont on a besoin pour l'avenir de la rame dans le futur. Alors, j'aimerais qu'on parle de la jeunesse. Oui. Tous les partis parlent de cette jeunesse, de la jeunesse marocaine, de la mise en avant de la jeunesse marocaine, très clairement et très concrètement au sein de votre parti, en dehors du mouvement de jeunes que vous avez et que vous mobilisez. Est-ce que vous leur donnez une véritable responsabilité ? C'est bien beau de dire la jeunesse marocaine est importante, mais ce qu'ils disent, eux, c'est qu'on ne nous fait pas confiance jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au moment où le parti arrive et rejoint peut-être le gouvernement, c'est là, on oublie les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre de personnes qui ont une véritable responsabilité, à qui vous faites confiance au sein du parti, qui sont membres exécutifs ? Oui, alors nous avons évidemment au niveau de la direction du parti, nous avons, beaucoup de jeunes qui sont membres et qui représentent en fait cette jeunesse. On en a 4 au niveau de ce chiffre. L'élément le plus important, c'est que, et même l'ancien secrétaire général de la jeunesse, maintenant il y a un nouveau, donc qui avait moins de 40 ans, a été élu au niveau du comité exécutif, donc ce n'est pas nous qui leur donnons. C'est eux qui ont été élus et nous veillons à ce que les instances du parti arrivent à favoriser finalement le renouvellement des élites au niveau de la direction du parti. Deuxième chose, nous avons associé en fait l'organisation de la jeunesse, mais également l'organisation de la femme, etc.,
dans l'élaboration du nouveau modèle de développement, dans l'élaboration du plan de relance que nous avons proposé, où on a demandé à ce qu'il y ait une relance responsable ou qui verse dans le sens de la réduction des inégalités et dans la préservation aussi du futur et des futures générations, parce qu'ils sont évidemment concernés. Nous les impliquons également dans le cadre pour faire face au Covid. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons eu plus de 6 000 volontaires jeunes qui ont travaillé sur le terrain, qui ont accompagné les autorités pour donner des bavettes, pour pouvoir expliquer, je dirais, quelle était la gravité de cette pandémie, pour apporter des aides sociales, etc. Donc c'est aussi sur le terrain, donc il y a une forte mobilisation. Et évidemment, le parti a toujours donné la place à la jeunesse. Et d'ailleurs, comme vous le savez, dans les gouvernements précédents où nous avons été en poste, nous avons eu beaucoup de ministres qui avaient moins de 40 ans. Ça a été le cas de Karim Releb, de Adil Douiri, de Yasmina Beddou, etc., etc. Donc aujourd'hui, évidemment, la jeunesse ont toute leur place au niveau et des instances, mais surtout pour pouvoir porter le flambeau du parti au niveau gouvernemental ou au niveau du Parlement. D'ailleurs, comme vous le savez, au niveau du Parlement, nous soutenons à ce que la liste de la jeunesse soit maintenue, parce que certains veulent, je dirais, la supprimer. Et nous considérons qu'il est important que la jeunesse continue à avoir je dirais, cette discrimination positive pour qu'elle puisse trouver sa place, je dirais, au niveau du cœur des électeurs. Nizar Baraka, comment réconcilier le citoyen et le politique? C'est pas propre au Maroc, hein, c'est un petit peu dans le monde entier, mais n'empêche que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. Aujourd'hui, on se dit, c'est des belles paroles de politique. Comment le réconcilier, ce citoyen? Écoutez, moi je pense que la réconciliation du citoyen avec la chose publique doit venir avec une nouvelle pratique de la politique. Aujourd'hui, il faut être clair, c'est-à-dire, il faut être clair. Il y a eu en fait cette distanciation pour 3 raisons. La première raison, c'est la crise des idéologies, qui est une crise mondiale où aujourd'hui l'idéologie n'a plus son pente. Deuxième distanciation est due au scrutin électoral, comme il est de liste. Nous avons en fait je dirais donc le lien entre le député et le citoyen est devenu plus distant, parce que la circonscription est beaucoup plus importante. Donc il y a certaines régions qui sont plus proches, mais pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce lien direct avec le député. Et troisième chose, c'est évidemment ce sentiment que le politique ne va rien changer. Et donc ce sentiment d'impuissance du politique pour changer l'ordre des choses. Alors nous, ce que nous avons fait depuis mon élection à la tête du parti Istiqlal, nous avons beaucoup agi sur ces 3 niveaux. Le premier niveau, c'est être très près des citoyens. Et nous avons considéré qu'il était essentiel de porter la voix du citoyen au Parlement, au niveau, etc. Et surtout de défendre en fait les causes justes. D'essayer d'être davantage à l'écoute. Exactement, d'être davantage à l'écoute, mais d'être proche surtout, d'apporter le soutien nécessaire, et tant en défendant les causes et en même temps en aidant autant soit peu en fait les citoyens. Deuxième chose qui a été très importante et sur laquelle on met beaucoup l'accent, c'est le fait par rapport au deuxième cas, nous avons proposé, dans le cadre de la loi électorale, à ce que le nombre de circonscriptions au niveau des communes, donc qui soient au suffrage universel direct, mais qui ne soient pas d'un scrutin de liste, mais un scrutin donc majoritaire, soit plus important. Et nous avons demandé à ce que les communes de moins de 50 000 habitants soient passés au suffrage universel direct, etc., pour favoriser ce rapprochement. Et le troisième point, et qui est essentiel, pour moi, c'est qu'on a toujours, et depuis que je suis à la tête de ce parti, on a toujours proposé des alternatives. On ne se limite pas à critiquer, mais on vient dire voilà ce qu'on est capable de faire. Pourquoi ? Et voilà ce qu'il faudrait faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, ça veut dire qu'on ne doit présenter que des choses qu'on est capable de réaliser. Je tiens à rappeler que quand on était à la tête du gouvernement, donc nous avons réalisé 85% de nos promesses électorales. Et nous considérons qu'aujourd'hui, d'ailleurs, par rapport aux alliances futures, ces alliances ne doivent pas se faire sur le nombre de portefeuilles, sur le partage des portefeuilles, mais sur une vision et sur la base d'un programme qui soit, je dirais, la base du programme gouvernemental futur. Et le rôle des médias ?
Alors, évidemment, les médias ont un rôle essentiel parce que ces médias ont tendance d'abord, ils ouvrent la possibilité de partager, d'expliquer, et je vous remercie d'ailleurs pour cette opportunité, mais aussi à susciter le débat. Et nous espérons que les médias vont s'ouvrir davantage et qu'on ait plus de débats. Ah mais monsieur Nizar Baraka, on essaye en tout cas de jouer notre rôle, mais je peux vous garantir, mais vraiment, que c'est très difficile de faire venir nos politiques. C'est vrai que dans d'autres pays européens, on voit des politiques à 7 heures du matin, sur des antennes de radio en particulier, mais c'est très difficile chez nous. Je vous fais un aveu, c'est vraiment compliqué de convaincre un politique de venir en studio de radio pour justement, parce que c'est vrai qu'on joue un petit peu le rôle de véhiculer en fait les messages auprès des citoyens. D'ailleurs, si vous avez une petite astuce à me donner, je suis preneuse. Je trouve qu'ils ont tort, bien au contraire, et même nous, considérons qu'il est essentiel d'avoir des débats sur tout ce qui se passe au niveau de la société, sur les grands problèmes. Mais pourquoi ils viennent pas, pour avoir les points de vue. Pourquoi ils viennent pas? Pourquoi vous ne venez pas? Parce que vous êtes un politique aussi en même temps. Moi je viens, je suis là. Vous avez dit oui, c'est vrai. D'ailleurs, on parlait du PJD et du RNI, et normalement, lundi prochain, nous recevrons le secrétaire général du RNI. Et Inch'Allah, on va voir. Nizar Baraka, pour conclure, la dernière question, qui n'est pas une question d'ailleurs, et pour refermer ce fait entrer l'invité, elle sera désormais avec tous nos invités. Je vais vous demander de vous lever, de vous installer dans ce fauteuil jaune qui est juste à côté de vous, et de prendre ce micro rouge, on est très en couleur d'ailleurs dans le studio de Radio 2M, et de regarder, voilà, je vous rejoins dans une seconde, et vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous. Je parlais de réconcilier le citoyen avec le politique. Eh bien, j'aimerais, Nizar Baraka, on vous connaît en tant qu'homme politique, homme engagé, le Conseil économique et social, durant de nombreuses années, mais on ne vous connaît pas en tant que simplement citoyen marocain, Nizar Baraka. Et j'aimerais, s'il vous plaît, si vous l'acceptez, que vous nous fassiez une confidence personnelle. Écoute, c'est difficile, j'ai du mal à parler de moi-même, mais ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, nous passons une période très difficile et je dois dire que notre quotidien est très complexe vu la situation que nous vivons et surtout vu notre patriotisme. Et un des points, en fait, pour essayer de sortir de cette pression, en fait, je me noie dans des livres, des romans policiers, des romans historiques, pour pouvoir véritablement essayer de me donner une bouffée d'oxygène pour affronter, en fait, je dirais, les étapes à venir qui risquent d'être très difficiles. Vous pouvez nous en citer un de livre que vous lisez en ce moment? Le livre que je lis actuellement, donc c'est un livre qui parle de Ibn Sina, de la vie de Ibn Sina. Et bien voilà. Merci. Merci à vous, Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiklal, d'avoir joué le jeu de ce face-à-face. Je vais vous demander de vous rejoindre juste pour dire au revoir avec nos auditeurs. Vous pouvez me rejoindre ici en studio. Merci d'avoir joué le jeu, le premier. Pas le dernier, puisque on va essayer de recevoir tous nos politiques pour qu'ils nous parlent de la situation actuelle, mais aussi de cette prochaine échéance. Prochaine date importante pour le parti, ce sera... Ça sera à la fin de la semaine, samedi. Nous avons la réunion du comité central du parti où on discutera d'ailleurs de la situation actuelle et de comment aussi se préparer pour les prochaines échéances électorales. Et je dois dire que c'est des échéances électorales qui ont une importance capitale parce que pour la première fois, nous allons avoir en fait les élections législatives, communales et régionales en fait qui vont se dérouler la même année, et donc il y aura un renouvellement des élites, et je l'espère en tout cas, des élites politiques du pays avec de nouvelles majorités. Merci encore, quoique la confidence personnelle, je vais creuser encore un petit peu pour en obtenir davantage la prochaine fois, parce que j'espérais que vous reviendrez. On se donne rendez-vous quant à nous lundi prochain pour un nouveau Faites entrer l'invité avec un nouveau chef de parti politique. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.